Dans son affaire là, il est entouré par des individus qui n'ont vécu nulle part en Guinée ici. Ce sont des cadres importés. C'est à travers ce qu'il va dire que la Guinée n'a pas de cadre. Et lui, il est quoi? Il est qui? Sans se vanter, nous sommes la meilleure décennie en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez-y demander tous les grands experts internationaux. Aujourd'hui, la preuve est donnée que c'est Cellou Dalein qui a commandité une tentative d'assassinat sur ma personne qui a avorté et qui, malheureusement, a fauché la vie du journaliste Mohamed Kourou. Beaucoup de CENI prennent l'exemple sur nous, mais aussi sur le plan de la formation technique. Nous avons le plus grand nombre d'accrédités en matière électorale en Afrique, en Guinée, de Guinée. Merci de votre fidélité à Gangan TV. Une fois encore, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat pour évidemment donner la parole à ceux qui veulent la prendre et pour impacter l'opinion. Là-dessus, pour ce numéro, je reçois comme invité du jour M. Ibrahima Senkou Kaba. Il a été candidat indépendant très bouillant dans la commune de Matoto, et aujourd'hui il vient partager avec nous l'expérience qu'il a vécue lors de ces élections communales en termes de défaillance ou sinon d'irrégularité qu'il a vécu, les voix qu'il a eues lors de ces élections et tout, mais aussi il va se prononcer sur ce qui fait l'actualité en tant que citoyen, c'est-à-dire cette crise syndicale, cette crise autour de l'école guinéenne qui paralyse à moitié un peu les activités, mais aussi les cours dans les écoles. Monsieur Kaba, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Bonjour Monsieur Diallo et merci de votre accueil. Merci surtout de la disponibilité. C'est votre première fois justement de venir sur ce plateau de Café Débat, et là en tant que compétiteur lors de ces élections. D'abord vos sentiments et puis après on parlera d'élections. Écoutez, d'abord très heureux d'être ici. Vous êtes une télévision reconnue et très appréciée. Merci. Donc aujourd'hui je suis très honoré d'être présent aujourd'hui à vos côtés. Et puis je suis heureux de voir dans tous les médias dans lesquels je passe, je vois que la jeunesse guinéenne est en mouvement et qu'aujourd'hui elle a une grande partie des destinées de cette Guinée qui est déjà en main, que ce soit au niveau des institutions comme la CENI, que ce soit dans les médias, que ce soit dans le domaine de la culture et du sport. Je vois que la société guinéenne est en mouvement, je vois que les jeunes sont en mouvement. Les jeunes prennent place. Exactement, ils font plus que prendre place. Ils assument, ils dirigent, ils managent et ils assument l'ensemble de ces tâches. Donc c'est très revigorant. Et c'est dans ce cadre-là aussi que nous, dans le domaine politique, nous nous sommes engagés pour essayer de porter ce dynamisme aussi dans la vie politique. Et la vie politique guinéenne a besoin de notre présence et du renouveau. Parlons-en justement. J'ai parlé du scrutin du 4 février. La commune de Matoto est la plus grande des communes de la Guinée. Il y a eu des machines électorales en compétition comme le RPG, comme l'UFDG, comme l'UFR. Et vous avez eu quand même le courage de vous présenter face à ces machines électorales comme candidat indépendant. D'abord, quel a été le motif qui vous a amené sur ce terrain de combat dans cette commune face à ces dinosaures politiques? D'abord, vous savez, la constitution guinéenne, on a une constitution qui fait très peu de place aux citoyens guinéens dans le cadre de la participation de la vie démocratique. Le citoyen guinéen est reconnu par la constitution guinéenne comme un sujet qui peut venir participer et s'exprimer à travers le vote. Bien sûr. Mais la constitution guinéenne elle a été faite par les partis politiques et pour les partis politiques. Elle a une particularité, c'est qu'elle considère que le citoyen guinéen n'est pas mature démocratiquement pour s'exprimer être un acteur. Je vous donne comme exemple, pour être député de la République de Guinée, notre constitution considère que les citoyens n'ont pas une capacité intellectuelle et morale pour pouvoir s'intéresser aux problèmes de la commune qu'il veut représenter et porter les sujets qui préoccupent le citoyen au niveau national. Donc, pour être député, il faut que le citoyen guinéen prenne son projet, ses réflexions et ses compétences et qu'il les mette au service d'un parti politique qui, lui seul, est reconnu par la Constitution comme capable de représenter les citoyens d'une circonscription au niveau national. Même chose pour l'élection présidentielle. Ce qui fait qu'à la présidentielle, il n'y a pas de candidature indépendante. Exactement. Aux législatives, il n'y a pas de candidature indépendante. Vous êtes obligé de vous fondre dans un parti politique. Exactement. Donc notre constitution ne reconnaît pas aux citoyens guinéens la qualité d'une personne qui peut avoir une pensée globale et nationale et ne reconnaît pas les compétences des citoyens à apporter des solutions.
Donc c'est uniquement au niveau, à l'échelon de la commune, que là la citoyenneté guinéenne s'exprime complètement. C'est-à-dire que la Constitution reconnaît que le citoyen guinéen peut s'impliquer directement dans le développement local. Donc c'est à ce titre-là que les candidatures indépendantes ont été mises en place. Vous avez vu comme ça a été difficile d'ailleurs de les obtenir. Ça a été un débat d'ailleurs. Les gens ne voulaient pas que les partis politiques compétissent à l'échelle des quartiers et des districts, ce qui a été fait en fin de compte. Oui, parce que vous savez, l'ancien code électoral dans ce domaine était en avance sur le nouveau. Pourquoi? Parce que si vous politisez à l'extrême la vie sociale, vous allez diviser votre population au niveau où la cohésion nationale est la plus utile. Prenez un chef de quartier qui très souvent est un arbitre social. Il est appelé des fois pour régler des conflits sociaux, même des conflits familiaux. Donc cet arbitre-là, il a besoin d'être reconnu par la société et être perçu comme quelqu'un qui est capable d'équilibrer les conflits. Les différents... Mais si vous faites, comme l'a voulu les grands partis politiques, ou les anciens partis politiques selon la terminaison, qui sont là depuis très longtemps, si vous transformez le chef de secteur, ou le chef de secteur et le chef de quartier en un représentant d'un parti politique, il perd sa légitimité à la base, c'est-à-dire qu'il n'est plus reconnu comme un acteur politique, comme un acteur social qui est capable d'équilibrer la société. Et c'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Regardez demain à Matoto, un parti politique réussit à installer un maire. Un maire. À la tête de la commune. Et que dans un quartier, un autre parti politique choisisse le chef de quartier. Et à l'intérieur de ce quartier, vous avez un troisième qui installe un de ses militants à la tête du secteur. Imaginez, je prends le cas, le maire est d'une couleur politique à la mairie, et un des grands quartiers est d'une autre couleur politique. Et un autre secteur d'une couleur politique. Vous rendez difficile la gouvernance locale. Exactement, et même mieux, la collaboration nécessaire entre le chef de secteur, le chef de quartier et la mairie. C'est-à-dire que ça va être un frein supplémentaire. Déjà que c'est difficile. Nous avons un pays qui a du retard par rapport à, prenons les pays de la sous-région. Donc nous avons pas seulement un besoin de nous développer, mais nous avons déjà besoin de rattraper notre retard. Donc déjà structurellement, notre vie démocratique, c'est un paradoxe. Au lieu de nous amener vers le progrès, notre vie démocratique va nous créer des blocages au niveau même social. Bien. Et donc c'est compliqué en ce moment. Mais malheureusement, on y est allé quand même. Les partis politiques y ont tenu coûte que coûte et ont obtenu justement ce schéma-là. Ils ont voté ce code. Bon, on y est, il faut faire avec. Oui. Vous êtes allé aux élections et comme je l'ai dit, je reviens à la question, vous avez eu le courage d'aller contre ces partis politiques. Quelle motivation, avec quelle vision pour Matoto vous vous êtes dit, je viens quand même en indépendant, méconnu, je ne sais pas, c'est vous qui le savez, du public de Matoto, mais j'ai un projet qui pourrait créer le déclic dans la tête des gens et qu'il me porte comme maire. Est-ce que vous pensez que vous étiez sûr d'être élu devant l'URPG, devant l'UFDG? Est-ce que vous vouliez juste tenter le coup? Non, vous savez pourquoi on a voulu venir? Vous savez, quand vous avez la chance un peu de pouvoir vous déplacer, ne serait-ce que dans la sous-région ou au niveau intercontinental, vous voyez que partout, les sociétés humaines, il y a des progrès malgré les difficultés. Vous voyez que des projets sont mis en place qui, vus de Guinée, vous paraissent impressionnants. Mais quand vous prenez du recul, vous vous rendez compte que ce sont des projets portés par des êtres humains. Donc une question vous vient à l'esprit. Pourquoi le progrès que je vois ailleurs n'est pas possible dans mon pays? Qu'est-ce qu'il y a comme différence, en sachant que le même Guinéen, vous prenez un Guinéen qui quitte Conakry, qui a l'habitude de jeter, quand il boit de l'eau, il jette son sachet par terre, le même Guinéen prend l'avion, arrive à New York et est discipliné. Il a du respect pour le policier, il s'adapte et il fonctionne normalement. Donc le problème n'est pas le Guinéen, le problème est notre organisation politique. Donc on s'est dit, est-ce qu'il ne serait pas important que chaque Guinéen contribue à l'amélioration de la qualité de vie? Est-ce que chaque Guinéen ne peut pas s'impliquer dans le processus de développement local? Donc, quand on se pose cette question, on se dit que bon, il est important qu'on réponde à l'appel. Surtout, je disais, la Constitution guinéenne, c'est la seule élection où la citoyenneté est pleinement peut s'exercer complètement. Donc, on s'est dit, il fallait venir là.
Et en plus, comme c'est une élection de développement, nous nous sommes dit, en tant qu'indépendants, nous percevons les Guinéens comme des citoyens avant tout. Moi, je l'ai dit pendant la campagne. Pendant toute ma campagne, je n'ai pas rencontré un seul militant de parti politique. Je n'ai rencontré que des Guinéens avec des besoins. J'ai rencontré une dame qui habite d'Abompa. Elle m'a montré ses 2 enfants. Ces 2 enfants n'allaient pas à l'école. Je lui ai demandé pourquoi, madame. Elle m'a dit parce que là où j'habite, il n'y a pas d'école publique. C'est-à-dire que cette femme-là, elle subit, surtout ses enfants, subissent une violence sociale parce que quand on vous empêche d'apprendre à lire et à écrire, ça veut dire qu'une partie de votre destin, on accepte que votre destin va être difficile chez vous-même. Donc cette femme-là n'a pas d'école à Dabompa, d'école publique, elle n'a pas les moyens de mettre ses enfants à l'école privée. Est-ce que c'est une volonté divine? Est-ce que c'est Dieu qui a décrété qu'il ne fallait pas? Ou est-ce que c'est exactement, ou alors c'est l'organisation sociale, notre organisation sociale, qui n'a pas pu nous mettre en place? Donc en répondant à cette question, on se rend compte que l'État a confié à un acteur, la société a confié à un acteur le rôle de faire de telle sorte que cette femme-là ait une école publique pour ses enfants. Cet acteur, c'était la mairie. Donc vous voyez les conséquences, cette femme vit de plein fouet l'inefficacité et la non-prise de responsabilité de la mairie. Donc on s'est dit, voilà, de telles situations, on s'est dit que c'était important, au lieu d'observer ces faits qui sont désastreux, de prendre toute notre part. Et c'est pour cela que vous avez choisi pour slogan « On avance maintenant ». Exactement, maintenant on avance. Parce que vous savez... maintenant on avance. Parce maintenant que vous estimez que tout était bloqué, stagné, en arrêt. Vous savez, je peux comprendre qu'une personne puisse manquer de compétences. Une personne peut être incompétente. Tout le monde n'est pas compétent dans tous les domaines. Mais il est extrêmement difficile pour moi de comprendre le manque de volonté ou le manque de vision. Je comprends qu'une ville peut être sale. Mais est-ce que c'est possible de manquer de compétences au point de ne pas pouvoir ramasser les saletés? Parce que c'est une question de vision de la société. Vous savez, je l'ai dit très souvent à des gens que j'ai rencontrés. J'ai observé, malheureusement j'ai vu quelques fous dans la commune, des personnes qui étaient frappées de folie. Je n'ai vu aucun fou coucher la nuit dans un tas d'ordures. C'est-à-dire que quel que soit le niveau de folie de l'être humain, il reste une part de raison qui fait que l'être humain ne cohabite pas avec la saleté. Donc quand vous êtes en responsabilité et que tous les jours vous passez devant les marchés de Matoto et que vous voyez que ces femmes-là qui payent des taxes tous les jours sans rechiner et que vous voyez qu'elles vendent dans la saleté et que vous vous dites je ne peux rien. En tant que responsable local, exactement, votre présence n'a plus de sens pour la société. Donc ce qu'on veut maintenant, on voudrait, et c'est pour ça que nous avons pris part à cette élection, on voudrait que les responsables soient des gens qui soient conscients du rôle qu'ils doivent jouer. Et dans ce cadre-là, nous avons développé des projets avec des solutions et nous avons présenté aux populations, mais nous n'avons pas perçu les citoyens guinéens comme des militants. Si nous pensions que tout le monde était militant, nous ne serions pas allés à l'élection. Mais nous pensons qu'il y a beaucoup plus de citoyens guinéens que de militants de partis politiques. Eh bien, est-ce que vous avez l'impression que vous n'avez pas été écouté par les populations de Matoto après cette période de campagne, ou plutôt que vous avez été écouté au vu de votre score que vous avez eu à Matoto? Vous savez, l'analyse qu'il en ressort, c'est que d'abord les gens, et c'est très inquiétant, les Guinéens ont perdu un peu foi dans notre vie démocratique, dans notre processus électoral. Quand vous voyez que nous avons à peu près 15% de taux de participation, c'est très inquiétant. Ça veut dire que les citoyens, ils ont envoyé un message, d'abord aux partis politiques guinéens, et ils leur ont dit vos propositions, vos engagements ne nous amènent pas à porter confiance. C'est que clairement, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont restés à la maison, pour faire simple. Donc ce phénomène-là, la première chose que vous avez aussi remarqué à Matoto le 4 février, c'est le taux faible d'affluence. Extrêmement faible. Il n'y a pas eu un bureau de vote, il n'y a pas eu un seul bureau de vote où les gens, où j'ai vu une queue. Vous veniez, c'était vide. Donc, nous, en étant des nouveaux acteurs de la vie politique, nous avons été associés à ces partis-là. Vous voyez, nous avons essayé à notre niveau de parler de projets. Je vous donne un exemple. Matoto, 37 km², une commune, 37 quartiers et 220 secteurs. Administrer Matoto,
dépasse aujourd'hui les compétences et les moyens de cette commune qui sont là. Pourquoi je dis les compétences? Parce que jusque-là, nous avons vu que tous les problèmes que nous avons, il n'y a pas eu de réponse. Donc nous, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Un pays, pour se développer, a besoin de faire appel aux compétences de ses citoyens. Donc nous nous sommes dit, ben, si nous devenons demain par la chance, parce que, vous savez, pour être maire, ce n'est pas le nombre. Les électeurs vous élisent pour aller au conseil, mais arrivé au conseil, il est possible que vous ayez une seule voix et que vous soyez maire. Et maire. Pourquoi? Parce que le maire est le fruit d'un consensus. Naturellement, il faut faire appel aux autres conseillers, 45 conseillers pour Matoto, pour trouver la personne qui sera la plus consensuelle. Le maire est une personne consensuelle. Tout à fait. Et le conseil est un. Donc nous sommes ici, nous devenons maires. On va utiliser les compétences des habitants de Matoto. Et parlons justement de ça. Après ces élections, on sait que jusqu'à présent, les résultats définitifs de Matoto ne sont pas encore proclamés, mais au vu des résultats provisoires, vous avez eu les sièges, ou est-ce que vous n'avez pas eu? Quel bilan vous faites de la gestion des chiffres ce jour-là par les CACV à Matoto et ainsi de suite? Vous savez, les candidats le jour de l'élection envoient ce qu'on appelle des délégués dans les bureaux de vote. Matoto, nous avions 959 bureaux de vote. Donc c'était un défi démographique, un défi démocratique, parce que être présent dans 959 bureaux de vote demande beaucoup de logistique. Ça suppose de déployer 900 et quelques personnes. Tout à fait. Donc nous n'avons pas pu le faire, parce que pour des partis indépendants qui commencent, avec beaucoup moins de moyens que les anciens partis, avec un territoire qui n'est pas déjà maillé, on n'a pas des représentants partout, et il a fallu faire appel à la bonne volonté des citoyens pour venir nous accompagner et surveiller avec nous le processus électoral. Donc nous avons à peu près un peu plus de 100 délégués, et les délégués à la fin du processus électoral reviennent vers nous avec des PV. Certains sont revenus avec des PV, d'autres ils n'ont pas eu de PV, ce qui n'est pas réglementaire, ce qui n'est même pas légal. Mais sur la base des PV que nous avons eus, les calculs que nous avons, d'après nos calculs, nous avons au moins un siège. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les sommes que nous additionnons nous donnent un certain nombre de voix, donc un siège, et les résultats provisoires qui sont sortis par la CACV nous disent que nous n'avons pas de siège. Aucun candidat indépendant n'a eu un siège par la voie démocratique, tout à fait à Matoto. Le quotient électoral était d'à peu près, je pense que un peu moins de 4000 voix. Donc aucun candidat indépendant n'a eu, d'après la CACV, les près de 4000 voix. Donc en ce sens, est-ce que c'est un échec pour vous? Après toute cette campagne, après tout ce que vous avez vendu aux populations de Matoto, est-ce que c'est un échec cuisant, ou plutôt est-ce que vous pensez que c'est de la fraude ou que la CACV a mal géré vos voix? Vous savez, quand vous venez à l'élection, c'est pour obtenir un résultat. Si vous n'obtenez pas ce résultat-là, première étape, vous avez un peu de déception. Mais après, vous essayez d'analyser pourquoi ce résultat-là. Et d'abord, ce résultat, comme on dit, l'abstention a touché tout le monde. Parce que regardez les scores des partis, des anciens partis à la présidentielle et leurs scores maintenant. Certains ont chuté énormément. Certains ont perdu la moitié des votes qu'ils ont eu par rapport à l'élection présidentielle de 2015 à Matoto. Donc ça, c'est un premier constat. Donc nous avons été frappés par l'abstention. Deuxièmement, nous voyons que essentiellement, ce sont les militants qui sont venus voter des partis, les noyaux durs des partis politiques, et troisièmement, les jeunes qui constituaient l'électorat que nous prévoyons. Votre cible principale? C'était les jeunes. Donc nous avons fait campagne essentiellement auprès des jeunes. Et ça avait du sens. Ils ne se sont pas mobilisés. Ils ne se sont pas mobilisés. Près de 90% des jeunes ne sont pas venus voter. Ils ont perdu confiance dans le processus démocratique. Même s'ils nous appréciaient. Moi j'ai reçu énormément de messages qui nous disaient « Monsieur Kaba, vraiment votre projet est bien, mais soyez prudents dans les bureaux de vote. » C'est-à-dire qu'ils étaient même tristes pour nous déjà, parce qu'ils avaient peur que, vraiment, que l'expérience des anciens partis fasse que les voix qu'ils nous donnent ne ressortent pas au moment des résultats. C'est ce que vous avez constaté? Je pense que nous, dans notre cas... que pour le seul siège que vous deviez... Vous voyez bien que, d'après vos calculs, vous avez un siège. Le résultat provisoire fait que nous n'avons pas de siège. Donc là, là-dessus, donc 90% de net électorat n'est pas venu. Ça nous a frappé de plein fouet. Donc maintenant, il va falloir remobiliser cet électorat. D'abord, aller retourner vers les jeunes et voir qu'est-ce qui s'est passé et les écouter parce qu'on a besoin de leur présence dans la vie démocratique. Maintenant, pour le seul siège au moins que vous êtes censé avoir sur la base des chiffres que vous
vos représentants dans les bureaux de vote vous ont remonté, étant donné que on a diminué ces chiffres-là, et pour l'instant vous avez 0 siège. Tout à fait. Selon les résultats provisoires. Selon les résultats provisoires. Alors qu'est-ce que vous avez fait après? Est-ce que vous avez porté un recours? Ben d'abord, il faut faire un recours. C'est très important. Nous avons saisi nos conseils juridiques. Oui, au tribunal. Moi-même, je me suis rendu au tribunal, d'abord de Mapanko, et après on a confié ça à un conseil juridique pour qu'il puisse porter, parce que nous sommes républicains et démocrates. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec un résultat, il faut porter un recours pour que le différentiel entre vos projections et ceux qui soient sortis, il faut qu'on puisse comprendre où est la différence. C'est très important. Donc nous sommes à ce stade-là. Et vous avez vu que Matoto, nous sommes le mercredi 14 février. Le scrutin était le 4 février. 10 jours après, nous n'avons toujours pas les résultats de Matoto. Ça veut dire quoi? En tout cas, la CENI attend. Non, nous attendons la CENI. Non, je veux dire, le président de la CENI attend, puisque c'est lui, depuis un certain temps, il est en train de livrer les résultats au fur et à mesure qu'on les lui remonte. Donc, est-ce que ce n'est pas la CACV de Matoto qui est en train de l'établir? Non, la CACV, depuis quelques jours, a déclaré ses résultats provisoires. Mais je pense qu'il y a beaucoup de recours. En cours maintenant. Tout à fait. Donc je pense qu'ils sont en train de laisser les tribunaux. Est-ce que vous avez espoir qu'on vous donne au moins votre seul siège là? Mais vous savez, pour l'instant, il y avait tous les, on va dire, les plus petits candidats et les indépendants. Ceux qui ont un siège, ça a été le fruit d'une aumône démocratique. On a vu que les résultats des indépendants à Matoto, nous sommes un miracle statistique. Si vous voyez au niveau de toute la Guinée, les indépendants, s'ils n'ont pas été premiers, ont eu au moins un siège. C'est dans les autres circonscriptions. Exactement. Donc, vous voyez, on voit dans toutes les communes de Conakry. C'est uniquement à Matoto où un miracle démocratique s'est fait, où nous sommes, où uniquement c'est dans cette zone que les populations guinéennes n'ont pas trouvé d'intérêt aux candidats indépendants, à tel point que, en additionnant les voix que les indépendants ont reçues, nous n'arrivons même pas à 10 000. Donc c'est un miracle statistique. C'est-à-dire vous, Ibrahim Senkou Kaba, Domani Doré, Matoto Renouveau, Gové et Alpha Oumar Tarandialo, les 4 additionnés, nous n'arrivons pas à 10 000. Dans la circonscription électorale où il y a le plus d'électeurs. Donc nous sommes un miracle statistique. C'est inexplicable. Bien. Donc la fraude est passée par là, selon vous? En tout cas, il va falloir comprendre. Bien. Il va falloir comprendre. Alors on va revenir à tout ça tout à l'heure et parler au-delà de cette réalité des élections, parler de, comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation qui prévoit en ce moment, notamment cette crise syndicale qui affecte l'école guinéenne depuis le lundi, depuis ce début de semaine. Et là-dessus, nous reviendrons prendre l'avis de notre invité là-dessus. Après la pause D, juste on se retrouve pour continuer notre débat. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankankorossa 669 0059 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61.
Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Je rappelle qu'il reçoit comme invité aujourd'hui, à qui il donne la parole, M. Ibrahima Senkoum Kaba. Il est candidat indépendant pour les élections communales. Il a compéti dans la commune de Matoto et justement il évoque ici l'expérience qu'il a vécue lors de ces communales depuis la phase des élections où il a eu, je veux dire des campagnes où il a eu à présenter un projet aux populations de Matoto le jour du scrutin, et nous vivons la période post-électorale et comme il a dit, il a justement porté un recours devant le tribunal de Mafanko pour avoir au moins son seul siège qu'il mérite dans Matoto. Revenons donc à cette expérience de Matoto, la prestation de la CENI, la présence des membres de la CENI dans la commune de Matoto pour gérer les bureaux de vote afin que les aspects de transparence soient garantis. Qu'est-ce que vous en dites, vous, en tant que candidat indépendant? Vous savez, moi, pour l'avenir, parce que bien sûr nous attendons d'être établis dans notre droit, mais pour l'avenir et pour la qualité de notre vie démocratique, il sera très important que nous passions d'une CENI politique à une CENI technique. Pourquoi? Parce que nous faisons porter la charge aux partis politiques d'organiser les élections. Donc élection après élection, les résultats ne plaisent pas souvent aux acteurs politiques, ça crée des tensions politiques, et que ces élections nous coûtent extrêmement cher. Vous savez, quand vous entendez 330 milliards de francs guinéens pour organiser des élections communales, je vois le nombre d'hôpitaux et d'écoles que nous aurons pu construire. C'est de la ressource nationale qui a été disponible qui pourrait le faire. Donc pour l'avenir de la Guinée et pour l'avenir de notre vie démocratique, il faudra passer par la mise en place d'une CENI technique et qui est non plus politique. On ne peut pas laisser à la charge des partis politiques. Pourtant les partis politiques, eux, préfèrent plutôt une CENI politique. Ça l'est normal parce que ça les avantage. Regardez, je vous donne un exemple. Quand vous allez faire campagne électorale, vous avez accès à ce qu'on appelle le fichier électoral. Fichier électoral, ça veut dire quoi? Que vous connaissez par bureau de vote l'identité des gens qui vont voter. Donc au moment de faire campagne, vous allez autour du bureau de vote, vous demandez, excusez-moi, est-ce qu'il y a une famille qui est là ici? Parce que vous savez qu'ils ont 10 électeurs. Vous pouvez aller voir cette famille et faire campagne auprès d'elle. Donc bien sûr ça les arrange parce que ça donne un avantage stratégique. Mais le problème c'est quoi? Vu qu'ils ne s'entendent pas entre eux et que les commissaires qui les représentent, nécessairement entre eux, vont avoir des divergences. Mais le prix de ces divergences-là fait peser sur notre démocratie une tension permanente. Pour organiser des élections, c'est des problèmes. Pour gérer le budget, c'est des problèmes. Pour accepter les résultats, c'est des problèmes. La République de Guinée ne peut pas être otage des partis politiques. La CENI doit être une institution neutre, technique et compétente. Donc, et ça, c'est très important pour l'avenir. Donc, vous concluez là-dessus qu'elle a fait une mauvaise prestation pour la crédibilité de ce scrutin-là, ne serait-ce qu'en partant sur l'expérience de Matoto que vous avez vécue. Parce que, autrement, ce que beaucoup ont constaté, c'est qu'il y a plutôt une sorte d'implication négative de l'administration dans le processus qui a sapé les efforts de la CENI de garder ces critères de transparence. Vous avez vu des élus locaux, des chefs de quartier qui s'impliquaient dans le vote, dans les bureaux de vote. Là, je pense que ça relève du ministère de l'administration du territoire qui n'a pas pu se faire respecter par ces élus locaux sur le terrain. Vous avez des ministres qui se sont fait prendre en chasse avec des bulletins de vote sur le terrain, certains qui sont allés dans les bureaux de vote intimider les membres des bureaux de vote. Est-ce que tout ça peut être imputé à la CENI? Non, je vais rester uniquement dans ce qui incombe à la CENI. Je vous donne le cas. J'ai une cousine qui a voulu voter. Avant l'élection, on nous a dit les procurations, les procurations seront disponibles dans les bureaux de vote. Les procurations étaient détenues par qui? Par la CENI. Donc, on nous a annoncé que par bureau de vote, il y aurait 5 procurations. Donc, ma cousine me demande de voter pour elle. Je vais dans son bureau de vote, il n'y a pas de procuration. Ça relève de la responsabilité de qui? De la CENI. J'appelle... non, vous avez trouvé que la procuration je vous donne un exemple. Était déjà dépassée? Non, il n'y en avait pas. Les procurations, les 5 procurations par bureau de vote n'étaient pas disponibles. J'ai appelé la CECI locale et j'ai dit voilà, je voudrais voter pour ma cousine, nous sommes le jour du vote. Où sont les procurations? On me dit qu'il fallait que je vienne à la CECI de Matoto avec ma cousine qui s'était déplacée à l'intérieur pour qu'elle atteste que oui, je pourrais voter pour elle.
Dites-moi le jour du vote. Or, la procuration suppose que la personne n'est pas là en fait. Exactement. Dites-moi, est-ce que le jour du bureau de vote, vous pouvez quitter l'Ansana ou traverser toute la commune, un jour où on vous demande au simple citoyen un laissez-passer et venir. Donc voilà un dysfonctionnement qui relève exclusivement de la CENI. Bien. Je ne dis pas que tout relève de la CENI, mais voilà un peu un exemple. Et voilà d'autres aussi difficultés. Moi, si je fais mes calculs et on va voir ce qui se passe, mais il serait au moins normal que mes délégués, ça relève aussi de la CENI, puissent m'amener chacun leur PV. Est-ce que c'est normal qu'un délégué... Au soir du vote du scrutin. Exactement. Est-ce que c'est normal que mon délégué revienne vers moi et qu'on ne lui ait pas remis un PV de bureau de vote? Bien. Donc ça aussi, ça relève de la CENI. Et c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important que nous allions vers une CENI technique qui ne vit pas les tensions politiques avant l'organisation des élections, pendant l'organisation des élections et au moment des résultats. C'est très important. On espère que vous serez écoutés sur cette question. Nous allons nous battre pour ça. Voilà. Mais ces élections n'ont pas été que des irrégularités observées dans la gestion du scrutin par la CENI, mais il y a eu aussi des tensions et c'est pour cela qu'on parle de violence post-électorale. Déjà au soir du jour du vote, il y a eu des autoproclamés maires, il y a eu des gens qui ont même décrété la transition, d'autres ont tenu des propos incendiaires. Est-ce que ça fait un effet chez vous en tant que candidat indépendant? Ben, d'abord, je rappelle qu'il y a eu des cas de mort, 2 morts, 4 nourrissons, ou je ne sais pas, 3 qui sont 5 ont été calcinés, 5 tout à fait, à Kalenko. Ici, à Conakry, un étudiant est mort, à Kindia, une personne qui est morte. Oui, qu'est-ce que vous avez dit de tout ça? Vous savez, déjà pendant l'élection, ces communes-là, j'ai été frappé par, j'appelle ça un phénomène. Les anciens partis, je n'ai pas entendu de propositions concrètes dans le cadre du développement local. Je me suis demandé, ils se battent pour être maires, mais est-ce qu'ils sont conscients des prérogatives qui les attendent et de la responsabilité qui les attend? Et je comprends, et vous savez, si vous faites campagne, vous allez vers les citoyens, vous êtes conscient que vous n'avez aucun projet et que vous n'avez même pas d'abord commencé à réfléchir à une vision que vous allez proposer à la population. Vous vous arc-boutez essentiellement sur ce qui vous incombe et ce qui vous intéresse. C'est la prise de pouvoir et vous installer dans le fauteuil. Donc, quand vous avez que cette optique-là, nécessairement, quand vous n'êtes pas reconnu, quand vous trouvez des obstacles entre ce que vous voulez obtenir, le pouvoir local, ça fait que vous ne communiquez vers vos militants avec un seul message: défendez mon droit à régner sur ce territoire, parce que ce territoire devient une propriété privée. Je n'ai pas de projet pour vous. Je ne sais pas comment faire une école, je n'y ai pas pensé. Et je n'ai pas l'intention d'en faire. Je ne sais pas comment nettoyer les rues. Vous savez, certains me l'ont fait remarquer, j'en parlais avec les citoyens de la commune. Qu'est-ce qui s'est passé les deux ans qui sont venus? Toutes les communes urbaines de Conakry ont été gérées par un parti politique. Déjà, pendant près de 2 ans, les délégations spéciales étaient à leur disposition. Et chacun a choisi, je dis bien choisi, parmi les 5 communes, là où il s'estimait être le plus fort. Est-ce que dans ces communes-là, une seule de ces communes a mis en place un mode de gestion des déchets? Est-ce que dans une seule de ces communes, on a construit? Rien n'a changé. Et c'est les mêmes acteurs qui reviennent, mais sur le fruit de quoi? De l'incompétence qu'ils ont eue. Donc qu'est-ce qui se passe? Au lieu de parler de projet, ils ont exacerbé les tensions, parce que c'est uniquement sur la base de ce soutien, de sa base, pardon. Techniciser le débat. Exactement, c'est uniquement sur la base de ce manque de projet-là, qui pouvait, comment on appelle ça, même pas ethniciser, mais conflictualiser le projet. Comment vous voulez communiquer avec un jeune sur lequel il n'y a pas de projet entre vous, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de proposition? Vous le ramenez à ce qu'il y a de plus petit en lui. C'est quoi? Ton identité ou ta région, et là-dessus, ça parle à tout le monde. L'homme sans culture n'existe pas. Donc, pour l'avenir aussi, c'est ça qui nous a... Et c'est pour ça que c'est important que les candidats indépendants viennent. C'est pour ça que c'est très important que la classe politique guinéenne se renouvelle, parce qu'il faut que nous revenions à l'essentiel de la politique. La politique est un chemin vers le développement économique et social. Et si nous continuons dans ce schéma, où c'est uniquement des partis politiques qui n'ont pas de projet pour la nation guinéenne, mais qui se battent entre eux pour obtenir le pouvoir, les tensions politiques et sociales vont continuer. Et c'est très inquiétant. Vous avez vu que des voisins
des gens qui n'ont aucun conflit entre eux, Ouais. sont allés tellement loin qu'ils se sont brûlés les maisons les uns les autres. Ça n'a aucun sens. Alors que les deux avaient besoin... Et tout ça est parti des appels qu'on émettait ci et là, des discours... d'irresponsabilité. Et de ce point de vue, est-ce que vous appréciez donc la démarche, ma foi, de Gassama qui fait débat depuis justement le samedi passé, qui allait dans ces deux grands partis politiques pour appeler les uns et les autres à la responsabilité, au risque de se voir traîner devant la CPI? C'est une démarche qui est très appréciable. Bien. Et en tant que membre de gouvernement, je soutiens sa démarche. Mais j'aimerais qu'on aille plus loin. Il faut des propositions concrètes maintenant. Parce que affirmer des principes, c'est une très bonne chose. Ça permet de ramener à la raison. Mais ça ne corrige pas le problème. C'est quoi notre problème? C'est l'impunité. Ouais. Clairement. Et comment on corrige l'impunité? Première étape, c'est au niveau législatif. Il va falloir qu'on mette des dispositifs législatifs et qu'on mette des moyens à la disposition des juges et des policiers pour qu'ils puissent efficacement lutter contre l'impunité. C'est-à-dire qu'on soit leader politique ou simple citoyen. Il y a des propos qu'on ne peut pas tenir. Il va falloir que les juges aient des moyens. Mais un juge ne pourra pas le faire si la loi ne le protège pas et ne lui donne les moyens, et ne lui donne pas les moyens. Un policier ne pourra pas se saisir, un procureur ne pourra pas se saisir d'une situation s'il n'est pas protégé dans son travail. Donc il va falloir maintenant mettre, comme dans les autres pays, des lois très claires et des lois très dures. Parce que l'impunité politique et l'impunité administrative et économique, c'est aussi ce qui nous amène à tout cela. Si vous savez qu'il n'y a pas de conséquences à vos propos, et que vos propos peuvent amener à la mort, et ça amène à la mort, et que vous savez que parce que vous êtes leader politique, ou alors responsable dans l'administration, et qu'aucun juge en Guinée n'aura les moyens de vous faire appliquer les rigueurs de la loi, c'est très difficile. Donc j'invite le ministre Gassama Djabi, qui est ministre, à aller vers son collègue le ministre de la Justice, pour lui dire, voilà, j'ai travaillé, je veux travailler avec vous, à ce qu'on mette en place, dès maintenant, avant même la prochaine assemblée qui se mette en place, des lois qui vont donner les moyens aux juges, d'abord, de protéger les juges dans leurs fonctions, de donner les moyens à ces juges-là et de donner les moyens à ces policiers par la loi, d'appliquer la rigueur de la loi aux gens qui se permettent de créer des tensions politiques ou de lancer des appels au meurtre ou carrément à violer la Constitution. Ouais. Quand vous avez des appels à l'ethnocentrisme, au soulèvement, et c'est très grave. Donc, un ministre de la République est bien placé pour porter un tel projet. Bien. Et là, nous passerions des principes. On n'a vu aucun candidat indépendant, où que ce soit, aucun candidat indépendant tenir ce genre de propos au soir du scrutin. On n'a vu aucun candidat indépendant s'autoproclamer maire. Ça a été quand même la discipline que vous avez tous observée un peu partout sur le territoire national. Oui, parce que, vous savez, nous, les candidats indépendants, nous sommes les fruits de la société civile. Nous sommes conscients des réalités de notre pays. C'est-à-dire que nous sommes un pays de 12 millions d'habitants. Tous les Guinéens du monde, nous sommes moins nombreux que les habitants de la population de Kinshasa. Nous sommes moins nombreux que les habitants de la ville de Lagos. Nous sommes 2 fois moins nombreux que les habitants de la ville du Caire. Nous avons conscience des réalités sociologiques. Regardez dans nos funérailles, dans nos baptêmes, dans nos mariages. Nous sommes ensemble. Regardez nos équipes de foot dans les quartiers. Nous sommes ensemble. Ouais. Il faut arriver au niveau politique où vous voyez une folie absolue qui veut que, pour avoir le pouvoir, au maintenir, il faut diviser les populations. Ça n'a pas de sens dans un pays comme nous. Donc nous qui sommes sortis de la société civile, nous avons porté avec nous cette réalité sociologique. Nous n'avons d'avenir qu'ensemble. Nous avons des compétences partout. Donc nous sommes le nouveau type d'hommes politiques en Guinée. Nous sommes en phase avec nos populations et nous sommes conscients de ce que nous sommes, un peuple. J'espère bien que cela pourrait couper le cordon traditionnel entre les citoyens et les partis politiques qui justement les lient sur cette base de discours ethnique, communautaire, sans projet du tout à la base. Bon, on va vous laisser le temps de vous prononcer sur le sujet du moment, en tout cas le sujet de la semaine. À part les élections, il y a cette affaire de grève des enseignants. Donc depuis le lundi, la cité est à peu près paralysée. D'accord, Aboubakar Souma a remis son mot d'ordre de grève. En tant que citoyen, quel regard vous portez sur cette situation d'un groupe d'enseignants qui se trouve non seulement face à l'État, mais aussi face à d'autres syndicats de la même structure? Premièrement, c'est une situation qui interpelle tout le monde, parce que ces effets néfastes ont un impact d'abord sur la couche
la plus fragile de notre société, ce sont les enfants. Les enfants, les Donc, élèves. Tout à fait. Donc, tout ce qui touche aux enfants, aux élèves, est très sensible émotionnellement. Donc, en tant que citoyen, évidemment que ça génère de l'inquiétude. Mais comment nous sommes arrivés à cette situation? C'est que vous avez un syndicat qui a perdu sa cohésion. Vous avez un gouvernement qui a pris parti pour une partie de ce syndicat. Divisé. Tout à fait. Et vous avez à la base une revendication sociale que le gouvernement perçoit comme une difficulté dans sa gouvernance. Mais au fond, qu'est-ce que c'est en vérité? Moi, je l'analyse comme une crise sociale. Ça veut dire quoi? C'est que des Guinéens, un corps ou un groupe, un corps social, les enseignants, estiment que leur niveau de vie est très bas et qu'ils vivent des difficultés au quotidien. C'est qu'il y a une évidence de toutes les façons. C'est une évidence pour l'ensemble des Guinéens. Donc ils sont partis voir, ils ont des réclamations envers les autorités. Les autorités estiment que ces réclamations vont au-delà de leurs possibilités. Mais ça nous renvoie un peu au sujet des élections communales. Pourquoi il y a crise sociale? C'est parce que quand il y a crise sociale, quand les citoyens estiment que la qualité de vie se dégrade dans un pays. Donc c'est quoi notre problème en Guinée? Pourquoi des professeurs vont en grève? C'est pas par plaisir. C'est parce qu'ils estiment que leur travail, même se rendre au travail, et les fonctionnaires aussi le vivent pour la plupart, même se rendre au travail est un défi au quotidien. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut revenir à la source du problème. Et c'est quoi la source du problème? C'est que c'est un conflit social. Et comment on règle un conflit social? Il faut que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que, au-delà de la priorité, au-delà de la politique, il faut qu'en République de Guinée, notre priorité à nous tous, les syndicats, la société civile, le gouvernement, il faut que notre priorité devienne dorénavant le développement économique et social de notre pays. Parce que si nous ne créons pas de richesses que nous pourrons partager, aujourd'hui c'est les enseignants, mais demain ça sera d'autres. D'autres couches. Exactement. Et c'est là que par exemple c'est important les élections à la base. Parce que qui dit développement économique et social dit création de richesses. Si on ne crée pas des richesses que les Guinéens dont ils puissent bénéficier. Non, une chose aussi est que la richesse soit là, créée, puisqu'on nous parle économiquement des chiffres qui parlent de croissance, et qui parlent de croissance par des créations de richesse, mais l'autre aussi c'est qu'elle soit, comme vous l'avez dit, partagée équitablement. Exactement. Un investissement, vous savez, quelle que soit la qualité des investissements que vous faites, quel que soit l'engagement des partenaires au développement, si votre politique n'a pas de résultats concrets sur la vie du citoyen à la base, c'est que votre politique ne va pas être perçue comme un progrès social. Je comprends des fois. Le chef de l'État, il y a quelque temps, parlait de la difficulté de la Guinée à absorber les projets, les financements qui sont disponibles. Notamment des projets bancables. Exactement. Mais comment se créent ces projets? Mais c'est à la base. Et c'est là que vous voyez l'importance des citoyens de s'impliquer dans la vie, dans le développement économique de notre pays. Parce que si les Guinéens ne bénéficient pas des fruits de tous ces projets-là, c'est que ça aura un impact zéro sur notre qualité de vie. Vous savez, le FMI parle de croissance, mais c'est une croissance qui est faite d'après les normes des pays développés. Vous venez dire à la femme au marché que la Guinée a fait une croissance de 4%, ça ne veut rien dire pour elle. Parce que ça n'impacte pas forcément son niveau de vie. Et pour faire le développement à la base, il faut que, voilà par exemple un exemple, on plébiscite les investisseurs chinois. Vous savez comment les Chinois créent de la richesse en Chine? Tout investisseur qui vient en Chine doit avoir un partenaire chinois à hauteur de 50%. Si nous appliquions la même règle en Guinée, fait que tout investisseur qui vient en Guinée est dans l'obligation d'avoir un partenaire guinéen à hauteur de 50%, vous verrez l'impact sur notre vie sociale. Bien. Juste pour finir aussi, vous voyez, les Chinois arrivent à investir dans le monde massivement. Vous savez pourquoi? Ils sont supportés par des banques publiques. En République de Guinée, exactement, nous n'avons pas de banque publique, nous n'avons pas de banque guinéenne. Donc il va falloir se doter de cet instrument-là, nous aussi. Il nous faut une banque guinéenne
qui soient au service de l'économie guinéenne. Absolument. Et des hommes d'affaires. Et donc nous créerons de la richesse, et si nous créons de la richesse, chaque usine qui se créera, chaque média qui se créera, chaque boutique qui se créera paiera des impôts, et ces impôts permettront l'État guinéen après de récompenser l'effort de ces mêmes enseignants qui sont aujourd'hui en colère. Donc il faut créer des richesses pour pouvoir satisfaire la population. Vous voyez comment le dénouement de la crise en un mot, selon vous? Il va falloir que nécessairement, il y a une légitimité, les institutions ont reconnu une partie du SLEG. De l'autre côté, à la base, les enseignants ont reconnu Aboubacar Souma. Donc vous avez deux légitimités. Nécessairement, il faudra reconnaître, et il faut reconnaître ces deux légitimités. Parce que vous voyez que l'appel à la grève est suivi. Donc, pendant ce temps, le Premier ministre, pourtant, est en train de les diviser davantage, puisque hier, il a reçu une partie, c'est-à-dire la partie de Sisavané et de Louis Mbemba, en ignorant Aboubacar Souma. Ça veut dire que le Premier ministre n'est pas suffisamment prêt pour faire la promotion du dialogue social qui, donc, relève de ses compétences. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il divise plutôt qu'il ne rassemble? Oui, le Premier ministre à une position où il aurait pu se mettre au-dessus du lot. Et il devrait se mettre au-dessus du lot. Vous avez vu déjà qu'entre le SLEG version Boubacar Souma et le ministre Damantin, vous voyez qu'il y a des difficultés à se rencontrer. Absolument. Donc, seul Tibou Camara est en train, on va dire, de se battre pour sans doute réconcilier les positions, mais je pense qu'il a aussi, s'il n'a pas suffisamment les coups de frange, Tibou Camara, pour arriver à une solution idoine dans cette histoire. Mais vous savez, il faut dans ce cas de la féliciter le ministre Tibou Camara, qui lui s'est mis au-dessus de la mêlée et qui fonctionne à ce titre comme un véritable collaborateur du chef de l'État. Parce que quand vous travaillez à côté d'un chef de l'État qui est assailli par énormément de problématiques, vous devez l'aider à ce que sa mission réussisse. Donc le ministre Tibou s'est mis au-dessus du lot. Il a une position qui quand même lui permet de ramener le Premier ministre à une position beaucoup plus neutre. Déjà on a entendu ce matin sur votre antenne, le ministre Tibou reconnaît la légitimité d'Aboubacar Souma. C'est un grand pas et c'est très important. Sa position entre le chef de l'État et le Premier ministre lui permettra peut-être de ramener l'ensemble du gouvernement à reconnaître de fait la légitimité de terrain. Parce qu'il faudra parler à tout le monde pour que le plus rapidement possible, les enfants puissent reprendre le cours de leur vie éducative. Absolument. Parce qu'il n'y a pas de secteur plus important pour notre avenir que le secteur éducatif. Tout à fait. Merci donc Senkou, c'était un plaisir de vous recevoir pour cette première fois. On se retrouvera très bientôt pour évoquer bien d'autres questions de développement local ou voire national. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci. Et je vous félicite encore et longue vie à Gangan TV. Merci. Voilà, mes téléspectateurs, c'est comme ça que nous fermons portes et fenêtres de cette émission Café Débat, en tout cas de ce numéro. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.